Alors bonjour, alors aujourd'hui nous allons entamer notre prochain cours qui s'intègre dans le cadre du semestre 2 de construction deuxième année de l'EPO et nous allons commencer par les actions et sollicitations dans le bâtiment. Alors tout ce qui nous entoure, qu'il appartienne au règne minéral, animal, végétal ou même humain, il possède une structure qui lui permet d'exister et de se maintenir, de résister aussi, et c'est ça le plus important, de résister aux agressions extérieures qui viennent le perturber. Donc avant d'aller concevoir une structure pour un édifice, dans le cadre du métier de constructeur, d'architecte en l'occurrence, il faut savoir, bien comprendre aussi, quelles sont les perturbations qui vont venir donc solliciter votre ouvrage, votre bâtiment, afin que vous puissiez disposer les éléments structuraux qui vont le composer en des endroits bien déterminés afin qu'ils puissent jouer le rôle que l'on attend d'eux, et à savoir assurer la pérennité, la stabilité et la sécurité de l'ouvrage, mais aussi de ses occupants. Voilà, nous commençons. Action, sollicitation dans le bâtiment. Alors commençons tout d'abord par définir une certaine terminologie que l'on va utiliser tout à l'heure. Et commençons par l'action. Alors c'est quoi une action? Alors l'action, ce sont les forces et ou les moments appliqués à une construction. Ces forces peuvent avoir diverses origines, comme on le verra tout à l'heure. Alors ces forces-là, elles sont appliquées soit directement, soit indirectement. Alors vous allez me dire pourquoi directement et pourquoi indirectement. Vous allez voir tout de suite. Alors parmi les charges qui sont directes, alors une charge directe, c'est une charge que l'on peut, alors on peut donner cette définition, une charge que l'on peut mesurer, que l'on peut peser, c'est-à-dire on peut prendre la charge, donc on peut la peser, c'est-à-dire la mettre sur une balance, d'accord? Voilà, comme ça par exemple, on va mettre notre élément ici, on va mettre des poids et on va lire le poids. Alors parmi les charges qui sont appliquées directement, ou bien que l'on appelle aussi des charges directes, nous allons voir les charges permanentes, les charges d'exploitation, les charges climatiques et les charges sismiques. Très bien, nous allons voir tout à l'heure toutes ces charges-là, comment elles sont définies et comment les déterminer. Alors à titre d'exemple, pour pouvoir comprendre c'est quoi direct et c'est quoi indirect, c'est quoi une charge directe et c'est quoi une charge indirecte, alors à contrario, donc ce sont des charges que l'on ne peut pas peser. On verra tout à l'heure. Alors parmi les charges permanentes, une charge permanente, alors c'est quoi? C'est une charge qui est toujours appliquée dans le bâtiment. D'accord? Alors une des charges permanentes que vous connaissez tous, c'est le poids propre du bâtiment. D'accord? Poids propre du bâtiment, qu'on appelle aussi le poids mort. Il est tout le temps là. Il ne va partir aucunement. Donc le poids mort, par exemple, le poids mort d'une cloison. Prenons une cloison de briques. Une cloison de briques. Voilà. Disons qu'elle fait 2 mètres par 3 mètres de haut. Alors c'est des briques. Très bien. Alors, pourquoi le poids propre de la cloison est un poids direct? Parce qu'on peut mettre, si on disposait d'une balance suffisamment grande, on peut poser toute cette cloison sur une balance et on va lire le poids de cette cloison. La même chose pour un plancher, des poutres,
d'accord, des planchers, des poutres, etc., etc. Un poteau, d'accord. On peut aussi le déterminer de manière indirecte, c'est-à-dire connaissant le poids ou bien le poids volumique de la maçonnerie. On multiplie par la longueur fois la hauteur fois l'épaisseur et je peux obtenir le poids. Donc c'est des choses que je peux mesurer directement, que je peux déterminer directement, donc je peux peser. Une dalle par exemple aussi, je peux découper 1 mètre carré de dalle, je peux le peser, je vais savoir le poids de cette dalle, de cette charge permanente. Donc c'est des charges que l'on peut peser. Alors les charges que l'on ne peut pas peser, on les appelle aussi des charges qui sont indirectes. Alors par exemple, nous allons voir tout à l'heure l'effet de la température. Vous savez que lorsque je prends un corps, prenons un ressort et appliquons une source de chaleur, une bougie par exemple. Alors je sais très bien, si je mets une bougie sous un ressort, qui est un élément de structure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors supposons que cette partie est fixe, alors le ressort va se dilater. D'accord? Il va augmenter de longueur. Alors regardez ici. Il avait une longueur L0 et ici une longueur L. Et là, longueur L de là jusque là. Donc L c'est égal à L0 plus sur delta L. Alors pourquoi le ressort s'est allongé? Tout simplement parce qu'il y a eu, à cause de cette flamme, de cette bougie, de cette chaleur, c'est comme s'il y avait une force que l'on ne voit pas, qui m'a dilaté, d'accord, qui m'a déformé mon élément de structure, le ressort. Et donc cette force-là, je ne peux pas la prendre, la mettre dans une balance et la peser. Donc c'est des forces qui sont appliquées indirectement. C'est pour cela qu'il faut faire la différence entre les charges qui sont directes et les charges qui sont indirectes. Alors là, ici, je viens d'expliquer l'effet de la température. D'accord? Il y a aussi l'effet du déplacement d'appui, ou plus précisément, le déplacement, ou bien le tassement différentiel. Alors, le tassement différentiel, c'est quoi? On en a déjà parlé dans le cours des fondations. Supposons que j'ai un bâtiment, comme ça, nous allons le voir tout à l'heure, et puis une partie de ce bâtiment va se déformer, va tasser. Le sol va tasser. Ben, nous allons avoir des fissures dans notre bâtiment. Voilà. Alors ces fissures-là, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à une force, à une action. On est en train d'étudier les actions. Donc à une force. D'accord? C'est une force. Mais est-ce que c'est pour cela qu'il y a eu des fissures. Donc il y a eu action d'une force qui m'a cisaillé mon bâtiment, ma façade. Et donc cette force, est-ce que je peux la mesurer? Est-ce que je peux la peser? Non, je ne peux pas la peser, je ne peux pas la mesurer. Et donc les tassements différentiels ou les déplacements d'appui sont classés dans les actions qui sont indirectes. Donc voilà en gros, parmi les actions qui agissent sur une structure, nous avons deux grandes familles, la famille des actions directes et la famille des actions indirectes. Nous allons détailler tout ça tout à l'heure. Donc, par définition, une action directe, c'est celle que l'on peut peser. Une action indirecte, c'est celle qu'on ne peut pas peser, mais dont on constate les effets. D'accord? Une dilatation d'une poutre, une rupture de paroi, des fissures dans un mur dû à un tassement différentiel. Très bien. Alors voilà, commençons maintenant par énumérer les différentes actions que l'on vient tout juste de citer. Alors, voilà, commençons par les actions permanentes. Alors les actions permanentes, elles sont tout le temps notées G. Alors pourquoi G? C'est pour rappeler l'accélération de la pesanteur. D'accord? Parce qu'elles ont souvent pour origine l'accélération, donc c'est le poids propre, le poids mort, l'accélération de la pesanteur. D'accord? G est égal à 9,81 mètres par seconde carré. D'accord? Alors, ces charges permanentes, donc, dont l'intensité est constante ou très peu variable dans le temps. Donc, les actions permanentes, elles ne varient pas réellement dans le temps. Donc, si j'ai une dalle qui fait 20 cm, par exemple,
Son poids, c'est le côté A de la dalle fois le côté B de la dalle fois l'épaisseur, donc le poids de la dalle, par exemple. Poids, dalle, largeur fois longueur fois l'épaisseur fois gamma béton, donc le poids volumique du béton. Donc une fois que j'ai donné ces dimensions, le poids ne va plus varier, il va être constant. Donc vous voyez, pour un poids mort de structure, il ne varie pas. Alors parfois on dit très peu variable. Pourquoi? Parce que vous allez en voir tout à l'heure, les membres qui constituent donc cette famille d'actions permanentes, il n'y a pas que le poids propre. Il y a aussi le poids, par exemple, des revêtements, le carrelage. Alors parfois, vous avez un carrelage qui est constitué de carreaux de granito, mais il se pourrait que l'occupant change, il va mettre de la dalle de sol, par exemple. Donc, dalle de sol, donc c'est un poids permanent. Donc les revêtements, c'est une charge permanente, comme on le verra tout à l'heure, mais il peut changer, mais très légèrement. Donc la différence de poids entre le granito, le fameux carrelage que vous connaissez, avec du ciment et des granules et des graviers à l'intérieur, de différentes couleurs, d'accord, il peut être changé en dalle de sol. Donc il peut varier, donc la différence de poids n'est pas énorme. Donc les charges permanentes, ce sont des charges qui s'appliquent, les actions permanentes sont des actions qui s'appliquent tout le temps sur la structure, ils sont toujours là, ils ne varient pas en général, donc ils sont constants ou très peu variables, comme dans le cas des revêtements. La deuxième type d'action, c'est ce qu'on appelle les actions variables. Alors il y a des actions variables que l'on note Q, voilà, dont l'intensité varie fréquemment et de façon importante dans le temps. Nous verrons tout à l'heure les membres de cette famille d'actions variables. Donc nous avons la première famille, famille 1, F1, les actions permanentes. La famille 2, donc on verra tout à l'heure les membres de cette famille. Et bien sûr, les actions accidentelles que l'on note FA, pour dire accidentelles. Alors, ces dernières, elles proviennent de phénomènes se produisant rarement. D'accord? Alors, l'une des actions accidentelles qui vous vient, je pense, directement à l'esprit en ce moment, c'est le séisme. D'accord? Dans notre pays, c'est le séisme. Parfait. Alors, voyons maintenant quels sont les membres de cette famille, cette grande famille des actions permanentes. Alors les actions permanentes, elles comprennent, le premier membre, c'est le poids propre. D'accord? C'est le poids propre de la structure, que l'on appelle aussi le poids mort. Le poids mort de la structure, des revêtements, d'accord? Des cloisons, elles ne bougent pas les cloisons, elles sont toujours là. Des façades, l'étanchéité dans la terrasse, l'étanchéité de la terrasse, l'étanchéité, le système d'étanchéité de la terrasse, d'accord, il ne change pas, d'accord. Alors tout ça, ça fait partie des charges permanentes que l'on note G0. Il y a aussi le deuxième membre, les poids des équipements fixes, de toute nature, dans les bâtiments, par exemple les revêtements de sol, les faux plafonds, les cloisons. Alors ici, je vais effacer les cloisons, pardon. Je vais effacer ici les cloisons. Je vais laisser uniquement les façades. Parfait. Parce que les revêtements de sol, les plafonds et les cloisons, d'accord, sont parmi le poids d'équipement fixe. Alors, lorsque je dis équipement fixe, attention, il se pourrait, par exemple, que vous ayez une clinique médicale. Clinique médicale. D'accord? Et puis vous avez un appareil très lourd de radiologie, par exemple un scanner. Alors, le poids du scanner, d'accord? Il faut qu'il soit pris en considération dans l'étude. Alors, le poids du scanner, est-ce que c'est une charge permanente ou bien c'est une charge variable? Une fois qu'il est installé, le scanner ne va plus changer. L'IRM, par exemple, ne va plus changer. Et ça pèse énormément lourd, ces équipements. Donc, il faut les introduire, d'accord, avec les charges permanentes.
Il y a aussi un autre type de charge permanente, les efforts exercés par des terres, par des solides ou par des liquides dont les niveaux varient très peu. Alors, on cite le poids des poussées ici, des pressions dont les valeurs varient très peu dans le temps. Alors, un exemple de ces charges-là, comme on a vu dans les murs de soutènement, pour rappel, si vous avez suivi le cours des murs de soutènement, alors je vais avoir mes terres qui sont ici, et bien sûr, je vais avoir une force de poussée, une force de poussée de ces terres-là. Alors, cette force de poussée, est-ce que c'est une charge permanente ou c'est une charge qui va partir et revenir? C'est une charge variable. Eh bien, c'est une charge permanente. Et ça, je pense que vous voyez tout de suite. D'accord? Donc, le poids ou bien les charges de poussée, c'est des charges permanentes. Un bac, une piscine, par exemple, si j'ai une piscine en toiture, par exemple, j'ai une piscine. Dernier niveau, par exemple, j'ai une piscine. D'accord? Et puis, j'ai de l'eau. Le poids de cette eau est une charge permanente. Elle est classée avec les charges permanentes, vu que le niveau de cette eau-là, encore, il varie très peu. Donc, en général, les piscines, même en hiver, on ne les vide pas. On les protège à l'aide d'une bâche. Et puis, on les laisse tout le temps remplies. Voilà donc un autre membre, donc l'effet des poussées des terres, la poussée de l'eau. Si j'ai un réservoir au-dessus d'une terrasse, et donc là, c'est des charges qui seront considérées comme des charges permanentes. Alors, l'autre type de charge ou d'action qu'on va considérer maintenant, c'est les déplacements différentiels d'appui, qu'on a vu tout à l'heure, les tassements, d'accord, différentiels. Alors c'est une charge, rappelez-vous, c'est une charge indirecte. Toutes les charges qu'on a vues ici, tout ça, c'est des charges directes. Le déplacement différentiel d'appui, les tassements différentiels et ce qu'ils produisent sont des charges permanentes. Pourquoi les déplacements différentiels d'appui sont considérés comme une action permanente? Alors une fois que j'ai un bâtiment, par exemple, j'ai un bâtiment comme ça, des fenêtres par exemple, quelque part comme ça. Donc, une fois qu'il y a eu un tassement, regardez, une fois qu'il y a eu un tassement du sol, cette partie est descendue, on va avoir des fissures. Alors ces fissures-là, elles sont dues à quoi? À ce déplacement d'appui que je vais noter delta, vers le bas. Très bien. Alors delta, donc est-ce que ces fissures-là, elles vont disparaître? Est-ce que le tassement différentiel, il va disparaître? Exactement non, il ne va plus disparaître. Une fois que vous aurez une partie de votre construction qui a tassé, qui s'est déformée, elle ne se remettra plus d'aplomb. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un bâtiment qui se redresse parce qu'il vient de se déplacer vers le bas? Jamais. Un exemple, c'est la tour de Pise, qui existe depuis des centaines d'années. Elle est penchée. Eh bien, elle est restée penchée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, les efforts induits, d'ailleurs, si vous partez en Italie, d'accord? Et si vous montez donc sur la tour de Pise, vous allez remarquer déjà que les planchers, vous n'avez pas les planchers, mais les blocs sont un petit peu inclinés, c'est clair. Vous allez voir même sur les dalles, qui sont faites en marbre, d'accord, vous allez voir les dalles, les joints entre les dalles qui vont être déplacés comme ça. Vous voyez, une petite dalle comme ça et l'autre qui est un petit peu plus haute comme ça. Ça ne se verra pas, mais un œil averti le verrait. D'accord? Et donc, les tassements d'appui, ce sont des actions permanentes et indirectes. Alors, les forces induites par les déformations de retrait de fluage, alors en deuxième année, on ne les traite pas.
Alors vous allez les voir plus tard en 4e année. D'accord, Inch'Allah, si Dieu le veut. 4e année. Alors je le souligne, mais vous n'avez rien vu. Jalbar. Alors passons maintenant aux actions variables. Alors quelles sont ces actions variables? Cette famille d'actions variables, elle est composée de qui? Alors d'abord, les actions variables comprennent les charges d'exploitation. Elles sont liées à l'exploitation propre de l'ouvrage concerné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exploitation? Exploitation, ça veut tout simplement dire utilisation. On voit bien ici que les charges d'exploitation, proprement dites, sont des actions variables. Alors par exemple, dans une salle de cours, vous avez déjà le poids propre, le poids des cloisons, le poids des revêtements. Là c'est clair, le poids du tableau, du mobilier, hein, s'il est fixé, l'estrade par exemple. Ça c'est des charges permanentes. Mais les apprenants, les élèves, le prof, d'accord? C'est quoi comme charge? C'est des charges d'exploitation. On voit bien que les charges d'exploitation, elles varient dans le temps, elles changent. Parfois, vous avez beaucoup de monde dans l'amphi. Parfois, vous en avez peu. Parfois, vous avez beaucoup d'élèves dans une salle de TD. Parfois, ils s'absentent. Vous en avez peut-être la moitié. Et donc, c'est des charges qui varient dans le temps. Elles varient même en position. Vous pouvez les trouver au début, vous trouvez au milieu de l'amphi, vous pouvez les trouver à l'arrière. Qu'est-ce que j'en sais? Donc c'est des charges qui sont variables aussi bien en magnitude, en intensité, mais aussi dans la position. Donc c'est des charges d'exploitation. Il y a aussi, deuxième membre des charges variables, les efforts exercés par des solides ou des liquides dont les niveaux varient fréquemment. Alors ici, par exemple, c'est toujours le cas, par exemple, d'une cuve dans une usine. Admettons que c'est une usine de lait, voilà, par exemple. Et puis vous avez des cuves où vous traitez vos produits. Ces cuves-là sont énormes, parfois, j'ai déjà vu des usines où on fabrique du lait. Vous avez par exemple 10 mètres de hauteur de cuve, hein, d'accord, qui sont posées sur un plancher à l'aide de pieds métalliques comme ça. Et vous avez des charges énormes sur la dalle qui vont aller par la suite sur la fondation. Alors, le matin, ces cuves sont pleines. À midi, ces cuves sont vides. Donc, elles se remplissent, on les remplit pour faire le mélange de la poudre de lait avec l'eau, la stérilisation, il y a tout un process dans tout ça. D'accord? Elles vont passer dans d'autres cuves pour le chauffage, la pasteurisation, d'accord? Encore d'autres cuves. Et tous ces poids-là, sur tout le projet, sur toute la dalle, d'accord, elles vont pousser, elles vont exercer des charges. Alors ces charges-là, les charges des cuves sur un plancher industriel, sur une dalle en béton, en quelque sorte, eh bien, elles varient, donc leur intensité varie. D'accord? Dès qu'elles se vident, vous allez trouver des petites charges. Donc ces charges-là, donc ce sont des charges d'exploitation, d'utilisation, mais leur intensité varie dans le temps. Voilà, c'est des charges qui sont, je dirais, des charges variables. Parmi les charges variables, regardez, vous avez les charges non permanentes appliquées au cours de la réalisation de l'ouvrage. Alors lorsqu'on réalise par exemple une construction, on va mettre d'abord nos éléments porteurs par exemple, et puis vous avez vos dalles, on construit les dalles, les poutres, etc. etc. D'accord? Une fois qu'on a construit tout ça, d'accord, on va ramener par exemple les fardeaux de briques. On va poser des fardeaux de briques, 1000 ou 1200 briques en des endroits bien déterminés. On va les faire monter à l'aide d'une grue. Et on va poser, on va pas les faire monter brique par brique. Donc on va monter des fardeaux de briques. Et on les pose en des endroits bien déterminés. Ça pèse lourd quand même un fardeau de 1000 briques. D'accord? Si une brique pèse 7 kg, faites le calcul, c'est 7 tonnes. Hein? Donc 1000 briques, c'est 7 tonnes. Donc ces charges-là, ces briques-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont devenir cloisons.
Mais avant de devenir cloison et être classées parmi les charges permanentes, elles sont ici dans la phase de construction. Elles sont quoi? Ce sont des actions variables. D'accord? Et donc, il faut en tenir compte parfois. Voilà. Donc, ces charges-là, il conviendra, en phase de construction, de tenir compte de toutes les charges qui sont appliquées en cours de construction. D'accord? Par exemple, une grue, si elle est fixée, d'accord? Parce que vous avez de grands bâtiments, d'accord? Parfois, on fixe une grue aux différents niveaux. D'accord? Et ces fixations-là transmettent des charges. D'accord? Si vous avez une grue, par exemple, d'accord, qui est attachée à la façade de votre bâtiment, vous avez sûrement dû voir ça, et bien l'effet de la grue, les vibrations de la grue, elles sont transmises au bâtiment, et ce bâtiment-là doit être, par exemple, calculé pour ces vibrations-là. Alors ces vibrations-là de la grue, c'est quoi? C'est des charges permanentes, c'est des charges, bien sûr qu'elles ne le sont pas, mais ce sont des charges d'exploitation appliquées en cours de réalisation d'ouvrage. Alors parmi le dernier membre de la famille des actions variables, on va citer les actions naturelles. Alors parmi les actions naturelles, vous avez l'effet de la neige. D'accord? Il est très important de tenir compte de cet effet-là, surtout dans les zones montagneuses. Il est aussi important de prendre en considération l'effet de la neige pour, d'accord, déterminer la pente des versants, combien de degrés, pour qu'il n'y ait pas accumulation de la neige dans des endroits bien déterminés. Par exemple, si j'ai à construire un hangar dans une zone où il y a peu de neige, ben, je peux donner une pente de 12%. Ça suffirait pour mon hangar ou bien pour ma construction. D'accord? Mais si ma construction est située en montagne, où il y a beaucoup de neige, je serai obligé, d'accord, de donner une pente plus forte. Pourquoi? Pour éviter l'accumulation de la neige. D'accord? Accumulation de la neige dans des endroits où je risquerais d'avoir des problèmes à ce niveau. D'accord? Donc, le calcul des structures avec effet de neige, il est aussi important que leur calcul sous leur propre poids. Donc les actions de la neige sont des actions variables. Le vent aussi. Lorsque vous allez mettre votre structure à côté de la mer, par exemple, où il y a beaucoup de vent, d'accord? Et bien toutes les parois, tous les éléments de la structure vont être soumis, toutes les surfaces vont être soumis à ces effets de vent. Il faudra aussi donc tenir compte de ces effets de vent pour dimensionner ma structure. Le dernier point, c'est la température climatique. Température climatique, on va la revoir tout à l'heure sur les diapositives climatiques. D'accord? C'est une charge, donc la température climatique, c'est aussi une charge qui est variable. Alors je pose la question, est-ce que la température climatique est une charge directe ou indirecte? On l'a vu au début du cours. C'est une charge dont on peut constater que les effets. On ne peut pas mesurer sur une balance son poids, ou bien le poids des charges qu'elle cause. Donc c'est une charge variable indirecte. Nous verrons tout à l'heure, plus en détail, l'effet de la température climatique sur les structures. Alors le dernier lot, donc la dernière famille, c'est les actions accidentelles. Alors
parmi les actions accidentelles, vous voyez que j'ai mis ça d'une autre couleur, c'est les séismes. C'est ce qui va nous intéresser, donc beaucoup plus chez nous en Algérie, où l'action sismique est une action qui devient de plus en plus, je dirais, habituelle. Hein. Il ne se passe pas une année où on n'a pas des séismes de 4,5, 5, 5,5, hein, surtout sur le nord du pays. Mais par contre, il existe d'autres actions accidentelles. Alors, on peut citer le choc des véhicules, des bateaux, encore des avions contre des éléments de structure. Oui, oui, des avions, ça peut exister. Les cyclones et tempêtes tropicales, là, on n'est pas concerné. Alors, les effets induits par des glissements de remblais ou d'une crue exceptionnelle, d'un WED. Voilà, les effets induits par les glissements de terrain contre les flancs de construction. Donc, c'est des actions qui sont rares, mais qui existent. Et le concepteur, donc l'ingénieur qui conçoit la structure, sa structure, si elle est située dans des zones à risque majeurs, telles que les séismes, des glissements de terrain, en montagne, peut-être des avalanches, il faudra qu'il prenne toutes ces précautions lorsqu'il va dimensionner ces structures. Voilà donc les trois principales familles, donc les charges permanentes, les actions permanentes, les actions variables qui comprennent les actions variables, qui comprennent les actions d'exploitation, donc les charges d'exploitation et les actions du vent, etc. Et puis les actions accidentelles. Alors sur ces quelques images, nous allons illustrer un petit peu ces fameuses actions. Alors ici, voilà, voyons un petit peu les actions permanentes. Ici, vous avez une charpente, des poutres en bois. Donc tout ça, ça représente, je dirais, le poids mort de la structure. Il existe un autre poids mort, des cloisons, des revêtements, de l'habillage. Donc vous voyez les revêtements, d'accord, des cloisons et de l'habillage, hein, des murs rideaux en l'occurrence ici. Alors ici, on peut voir aussi le poids des équipements fixes. Par exemple, si j'ai un équipement qui est fixe, par exemple des étagères comme ici, alors il est considéré comme un poids mort. D'accord? Si par exemple ces tables-là sont fixées au sol, d'accord, si c'est un équipement de radiologie, je ne sais quoi, il est fixé au sol, il est considéré comme un poids, d'accord, une action permanente. Alors ici, par exemple, je viens de modéliser, ou bien de schématiser, pardon, le tassement différentiel, qui est une action permanente. Donc j'ai cette configuration-là, donc une structure sur un sol mou. Là, ça ne se déforme pas beaucoup, là, ça va se déformer beaucoup, d'accord? Et bien, on va avoir des fissures dans la maçonnerie. Et ça, c'est des fissures dues à un effort que je ne peux pas mesurer. Donc, NGR, je peux uniquement constater ces effets. Donc, le tassement différentiel est une action permanente, comme je l'avais dit tout à l'heure. Encore quelques illustrations. Voilà, les actions variables, par exemple, il y a aussi des charges d'exploitation. Par exemple, ici, ces personnes-là, d'accord? D'accord? Vous avez les charges climatiques, la neige, le vent. Alors, j'aimerais parler ici d'un aspect qui est très très important. Une fois que j'ai une structure, par exemple, alors comment je pourrais déterminer la valeur à appliquer, d'accord, sur ma structure, d'accord, pour ces charges-là? Par exemple, la charge d'exploitation. Quelle est la valeur de la charge d'exploitation pour une maison, pour un bureau, pour un cinéma, pour une bibliothèque? Est-ce que c'est la même charge d'exploitation? Bien évidemment que ce n'est pas la même charge d'exploitation. À titre d'exemple, pour une habitation, je peux vous dire que la charge pour laquelle on calcule une habitation, d'accord, la charge lors du calcul que l'on met sur le plancher, on va calculer les éléments de plancher, elle est de 150 kg par mètre carré. C'est la charge qu'on applique sur toutes ces surfaces de plancher.
D'accord? Et on détermine les poutres, les poteaux, pour qu'ils puissent résister à 150 kg par mètre carré. Dans une bibliothèque, par exemple, est-ce qu'on va mettre la même charge? Est-ce qu'il y aura le même équipement? Bibliothèque, c'est plus lourd. Donc, la charge pour une bibliothèque, ça peut aller jusqu'à 500 kg par mètre carré de surface. Donc, lorsque je vais calculer une bibliothèque, je vais la calculer, je vais disposer sur ces planchers, d'accord, une surcharge d'exploitation, une action variable de 500 kg. Alors, pour la neige, comment déterminer la quantité de neige qui va être déposée sur une toiture, sur un bâtiment? Est-ce que, par exemple, vous allez avoir la même neige à côté du littoral, à côté de la mer, ou bien en montagne? En montagne, on peut avoir 70 kg de neige par mètre carré, facilement. Mais au littoral, c'est à peine 12 kg par mètre carré et c'est exceptionnel. D'accord? Le vent, la même chose. Comment on peut estimer les effets du vent? La pression qu'exerce le vent. Alors, toutes ces charges-là, vous voyez, elles sont nombreuses. Elles sont définies dans ce qu'on appelle des normes. Une sorte de code de la route. Alors, par exemple, pour les charges d'exploitation, elles sont définies dans une norme qu'on appelle le document technique réglementaire BC22. Je vais vous l'exposer dans quelques instants. Par exemple, les charges climatiques, que ce soit le vent ou la neige, eh bien, nous avons une norme que l'on appelle le RNVA 2013, pas 2003. D'accord? Même pour le séisme, qu'on va voir tout de suite. On va voir quelques instants maintenant. Voilà, même le séisme, d'accord, l'effet du séisme, la force du séisme. Ici, c'est un accélérogramme de séisme, les différentes composantes du séisme. Voilà, regardez, toutes ces vibrations, ces forces-là qui vont s'appliquer une fois qu'il y a séisme. Et bien, ces forces-là, elles sont définies dans une norme qu'on appelle le RPA 1999, révisé 2003. Donc, règle parasismique algérienne. Donc, c'est aussi une norme. Donc, toutes les charges-là, donc chaque pays, et en l'occurrence notre pays, l'Algérie, nous avons des normes qui régissent un petit peu les charges à appliquer dans le bâtiment. Donc, à chaque fois que vous aurez un cas de figure, d'accord, une crèche, un restaurant, une salle de cinéma, une salle de spectacle, une salle d'archives, et bien vous revenez à ces normes-là. Et je vais vous montrer à l'instant des extraits de ces normes-là. Alors voilà, la première norme que l'on va dérouler très rapidement, c'est la norme document technique réglementaire DTR BC22. Il est relatif aux charges permanentes et charges d'exploitation. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce document? Eh bien, le sommaire, il est très clair. Alors, regardez, au chapitre 4, au chapitre 2, domaine d'application, chapitre 3, charges permanentes, on va vous donner la définition. Les charges d'exploitation, comment on détermine les charges d'exploitation en fonction des locaux, regardez, locaux. Voilà, et bien on va zapper tout ça et aller directement vers des tableaux. Voilà, par exemple ici, on peut lire nature du local, 1. Hébergement en chambre, salle de jeu et repos des crèches. La valeur de la charge à utiliser pour dimensionner votre surface, votre plancher, vos poutres, vos poteaux. Donc il faut appliquer 150 kg par mètre carré. Alors les charges sont données en kN par mètre carré. Bon, je fais la conversion de tête, donc c'est 150 kg. Alors, pour des salles de restaurant, café, cantine, dans les dimensions réduites, de dimension réduite, nombre de places assises inférieur à 100, et bien la charge à appliquer sur le plancher, elle est de 250 kg par mètre carré. Les bureaux, c'est 250 kg. Alors, regardez, salle d'exposition de moins de 50 mètres carrés, 250 kg. Halles diverses, gares, etc., où le public se déplace, c'est 400 kg au mètre carré. Alors, regardez, boutique et annexe, donc dans un centre commercial, regardez ici, c'est 500 kg par mètre carré. Pour des salles de danse, voilà, des salles de fête, des fêtes,
500 kg. Salle de lecture des bibliothèques. Regardez, les charges sont différentes. Et ces documents-là, voilà, ils vous permettent de choisir en fonction de votre nature de local, de votre affectation, la charge à appliquer. Donc, je pense qu'il faudrait avoir ces documents. Donc, c'est un petit peu la boîte à outils de tout architecte, de tout ingénieur. Voilà, ici, vous avez les poids volumiques pour pouvoir déterminer les poids morts. Le sable, entre 17 et 19 kN par mètre cube. Par exemple, ici, vous avez la briquette en vrac ou empilée, 13 kN par mètre cube. D'accord? L'acier, 7850 kg par mètre cube. La fente, 7250 kg par mètre cube, etc., etc. L'asphalte coulé, donc le goudron, 1800 kg par mètre cube. Ainsi de suite. Vous avez tout, pratiquement tous les matériaux de construction. Voilà les briques. Voilà les parois pleines en béton, les parois de briques pleines en béton ou en céramique. Voilà. Donc c'est un document essentiel qui va vous permettre de déterminer les poids propres, d'accord, de chaque élément constituant votre construction, qu'il soit charge permanente, qu'il soit surcharge d'exploitation. Alors, pour les charges climatiques, par exemple, eh ben, nous disposons d'un autre document. C'est ce qu'on appelle les règles neige et vent algériennes. Donc, voilà, document technique DTR, exemple d'application. Là, c'est l'exemple, voilà, document neige et vent. 2013, c'est un document d'application, comment on applique les charges de neige et de vent. Voilà. Donc ce document commence par définir les actions de la neige. Voilà. Symboles, etc., etc. C'est des documents assez volumineux, il faut connaître par cœur. L'ingénieur doit connaître toutes ces normes par cœur, page par page, ligne par ligne. Voilà, il vous définit l'effet de la neige sur les couvertures, sur les toitures. Il y a beaucoup de calculs. Voilà, vous avez les zones de neige, la zone A, zone B, zone C, zone D. Voilà, en fonction de l'altitude aussi. H, regardez. Voilà, c'est des abacs. C'est assez barbant comme calcul, je dois l'avouer. À chaque fois que j'ai des bâtiments pour lesquels je dois faire des calculs de neige et de vent, je passe des heures à le faire. Et parfois... des jours. Voilà, les effets, voilà, parfois vous avez la neige, mais au sud, regardez, Adrar, Larouat, Béchar, il n'y a plus de neige, mais il y a du sable. Même le sable, il est considéré comme une charge. Voilà, ici, vous avez Tamen Rasset, par exemple, 36 kg de sable sur les toitures à inclure. Alors, voilà les zones de neige et de neige et de sable, bien sûr. Alors, bien sûr, juste après, vous avez l'effet du vent, l'action du vent, en partie 2. Voilà, il vous donne toutes les zones, toutes les méthodes de calcul. C'est voilà, coefficient de force. C'est des documents techniques très particuliers, assez complexes. Il faut bien les comprendre pour faire les calculs par rapport à vos structures. Alors ça, c'est le règlement de la neige et le vent. Voilà les différents cas, en fonction de la forme du bâtiment, de la pente de la toiture. Voilà, je déroule les toitures en voûte. Et ça traite pratiquement toutes les géométries et tous les cas possibles que vous pouvez rencontrer, que l'on peut rencontrer dans la pratique. Alors, le dernier document que j'aimerais voir avec vous, c'est le règlement, voilà, parasismique algérien. Et là, ça traite du séisme. Donc, comment définir les effets du séisme dans une structure, en fonction de la zone sismique. On aura l'occasion de voir ce document plus tard, un peu plus tard, lorsqu'on fera les contreventements, l'impact sismique sur les structures, introduction, donc c'est juste pour les deuxièmes années. Voilà.
Donc, pour déterminer les différentes actions, ben, vous n'avez autre choix que d'avoir les documents que je viens de citer à l'instant. Alors, je voudrais revenir très très rapidement sur l'effet de la température, voilà, l'effet de la température climatique. Alors, très bien. Alors ici, regardez, je vais essayer de parler très rapidement sur une action variable très importante qui est l'action de la température climatique. Alors, on sait très bien que tous les corps, d'accord, tous les corps, lorsqu'ils sont soumis à une température, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dilatent d'une certaine quantité delta L. Cette quantité delta L s'exprime comment? Donc delta L, regardez, elle s'exprime en fonction de la longueur initiale du corps, donc L. A, c'est le coefficient de dilatation. Chaque matériau possède son coefficient de dilatation, fois la température qui s'est appliquée sur ce matériau. Alors ici, regardez, delta L, là, ça s'est dilaté. Alors si ça se dilate, ça veut dire qu'il y a eu une force que l'on ne voit pas, traction, qui a tiré sur l'élément. C'est pour cela qu'on dit que c'est une action indirecte. Donc l'action de la température est une action indirecte. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur cet aspect-là de la dilatation thermique et parler des joints de dilatation dans les bâtiments, dans les structures. Alors souvent en archi, en atelier, on vous dit lorsque vous dépassez 20 voire 25 mètres dans votre bâtiment, par exemple, j'ai un bâtiment. Dès que je dépasse, par exemple, j'ai ici 32 mètres, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'il faut diviser votre bâtiment en deux et mettre un joint. JD, joint de dilatation. Alors, ils vous disent, vous mettez ici, par exemple, 25 mètres, et ce qui restera là, c'est le même bloc, mais ils sont séparés par un joint de dilatation. Pourquoi? Alors, il est très important de comprendre quelque chose. Lorsque vous avez des bâtiments qui dépassent les 25 mètres, d'accord? L, 25 mètres, d'accord? Si ça dépasse cette longueur, il va y avoir de la chaleur en été. La chaleur va grimper. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce delta L, qu'est-ce qu'il va être? Il va être, regardez, il est proportionnel à la longueur. Plus la longueur du bâtiment est grande, plus le delta L, la dilatation, va être importante. Donc si je fais descendre le L, la longueur du bâtiment en créant des joints, le delta L va rapetisser. Très bien. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dès que la longueur du bâtiment devient importante, la dilatation va l'être aussi, l'effort va être important, donc le bâtiment, lorsqu'il va faire chaud, il va être soumis à des efforts de la température très importants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont causer la fissuration de votre bâtiment. C'est pour cela qu'on vous dit, à 25 mètres, il vaut mieux faire un joint de dilatation pour laisser au bâtiment de se dilater très peu, d'accord? Très peu. Il va se dilater très peu, donc le delta L il sera petit, l'effort qui va être induit par ce delta L il sera petit, et donc vous n'aurez rien à risquer, vous ne risquerez rien pour vos cloisons, pour vos portes, pour vos vitraux, etc. etc. C'est la raison pour laquelle on vous dit ça. Alors en Algérie, il y a 3 zones pour diviser les bâtiments avec des joints. Donc la zone nord, c'est tous les 25 mètres. Parfois même 30 mètres. La zone au plateau, il fait plus chaud. C'est à peu près 20 mètres. Et le sud, c'est tous les 15 mètres, vous devez mettre un joint de dilatation. Ça se comprend bien. Au sud, la température est tellement importante que le delta L, même si le bâtiment est de 25 mètres, le delta L va être important. Et donc, puisque delta T est important, le delta L va être important, même si L, il est petit,
d'accord, il est à 25 mètres par exemple. Donc un bâtiment à joint au nord, et bien au sud, si vous implantez le même bâtiment au sud, il faudra le diviser en 2 blocs pour avoir 25. Donc vous allez avoir 15 plus 10 au sud, pour éviter toutes ces dilatations. Alors comment se présentent les joints de dilatation dans la réalité? On va voir ça rapidement. Voilà, donc vous avez ici, première photo, voilà un joint entre deux bâtiments, voilà, pour éviter que les bâtiments s'entrechoquent. Ici vous avez un dallage, il n'y a pas eu de joint en plein soleil. Qu'est-ce qu'il a fait le dallage? Regardez, il a cassé carrément ici. Donc ce qu'il fallait faire, il fallait faire un joint de dilatation. Le dallage est tellement long, d'accord, regardez, que la dilatation a cassé le dallage. Alors ici, c'est une route, d'accord, il y avait un joint, mais il n'était pas suffisant, d'accord. Il fallait lui rajouter un petit chouïa pour qu'il puisse se dilater, les deux puissent se dilater ou se contracter en hiver et en été, de sorte à ce qu'il n'y ait pas ce choc et cette dégradation de la chaussée. Donc non seulement il faut faire des joints, d'accord, mais il faudra bien les dimensionner. Alors maintenant nous allons parler du calcul des sollicitations. Tout ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure, alors ça concernait les actions. D'accord, je schématise ça comme ça, une poutre, et j'ai une action, quelle que soit sa nature, G, Q, FA, accidentelle, directe ou indirecte. Alors, en elle-même, les actions ne suffisent pas. Parce que pour prédimensionner ou dimensionner un élément de structure, ces charges-là ne veulent absolument rien dire. D'accord? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra connaître l'effet de ces charges-là sur vos éléments de structure. Donc, déterminer le moment de flexion, d'accord? L'effort normal et l'effort tranchant. Connaissant pour une section de poutre donnée, d'accord, B par H, ces effets-là, et bien je pourrais lui donner, d'accord, la bonne hauteur qu'il faudra, d'accord, la ferrailler, lui mettre des aciers en haut et en bas, comme on le verra au chapitre suivant. Et donc, l'évaluation des sollicitations internes, M1 et T, et bien c'est la RDM. C'est pour cela qu'en deuxième année, vous êtes initié à cette science de résistance des matériaux, qui est une science très très importante pour le calcul des structures. Alors maintenant, regardez les combinaisons d'actions. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Depuis tout à l'heure, nous avons parlé d'actions. Alors les actions, qu'elles soient G, permanentes, variables, donc d'exploitation, ou climatiques, accidentelles, elles n'agissent pas seules. D'accord? Une à la fois, si j'ose dire. Mais elles peuvent agir plusieurs à la fois. Et donc, si je veux plutôt concevoir ma construction, mon ouvrage, ben, je ne vais pas uniquement considérer les charges permanentes et donner les sections de poteaux et les sections de poutres pour uniquement supporter G. Je ne vais pas dimensionner ces éléments-là pour supporter uniquement Q, les charges d'exploitation, les actions variables, ou même uniquement les actions accidentelles. Mais je dois dimensionner ma construction pour qu'elle puisse supporter, d'accord, en même temps, toutes ces charges-là. Et de là vient, d'accord, le sens de combinaison d'actions. Donc, il s'agit de faire en fait un scénario le plus pessimiste possible et dimensionner la structure pour ce scénario afin que, si ce scénario arrive durant la durée de vie de la structure, et bien la structure aura été conçue pour résister à ce dernier. Alors, les scénarios sont nombreux, mais en deuxième année, considérez, je disais, en deuxième année, nous n'allons considérer qu'un seul scénario, d'accord, c'est le scénario, le cas extrême, où vous allez avoir uniquement, alors les charges accidentelles, nous ne les prenons pas en charge encore en deuxième année.
les deux types de charges que l'on va considérer dans nos calculs, ce sera la charge permanente, G, avec tous les membres de sa famille. Ça peut être un déplacement d'appui, ça peut être, je ne sais quoi encore, des équipements fixes, de poids propre, et aussi les actions variables. Ça peut être les charges d'exploitation, d'utilisation, d'accord, ou éventuellement les actions de neige et de vent. Donc, regardez, c'est la combinaison. Donc, si j'ai une structure, je dois la calculer avec cette combinaison. C'est-à-dire, je vais prendre la charge permanente, je la multiplie par 1,35 et je vais lui rajouter aussi, quelque part, si elle est posée à côté, la surcharge d'exploitation avec un coefficient de 1,5. Alors, pourquoi ces coefficients-là? Regardez, c'est pour tenir compte un petit peu de la variation probable de ces charges-là. Comme je l'avais dit tout à l'heure, une salle de cours peut être pleine à 50%, comme elle peut être pleine à 100%, et parfois même, on peut avoir un surnombre avec des personnes non plus assises, mais assises et debout. Et on peut aller jusqu'à 150% dans ce scénario particulier où il y aura beaucoup de monde dans l'amphithéâtre ou dans la salle, et donc vous allez dépasser la charge réglementaire, et pour vous placer en sécurité, pour que le plancher sur lequel vont être assis ces personnes-là est debout, il va pouvoir résister à 50% de la charge normale, plutôt donnée par la norme. C'est une sorte de coefficient de majoration qui tienne compte de la variation probable de l'intensité des forces appliquées. Regardez, pour G, le coefficient il est moindre parce que comme on sait, G est faiblement variable. Et là on voit que des charges faiblement variables, on les majore de 35%, et les charges variables, on va se placer en sécurité et les majorer de 100%, de 50%, pardon. Alors ceci est une deuxième combinaison, d'accord, ce qu'on appelle les états limites de service. Vous les verrez en deuxième année. Voilà. Donc un bâtiment, donc une structure, donc elle est soumise à un tas d'effets. Donc si ça c'est une structure, elle va être soumise à son poids propre, G, à ce qui est utilisé ici, les gens, d'accord, la neige, la température climatique, le vent, le séisme. Et on doit imaginer le scénario le plus défavorable pour que cette structure, donc la somme de toutes ces actions, selon une configuration et avec des coefficients de majoration bien déterminés pour qu'elle puisse résister. Donc le calcul d'une structure n'est pas en réalité un calcul très simple. Et donc il faut être très prudent lorsqu'on va prédimensionner ou dimensionner des éléments de superstructure ou même d'infrastructure. Voilà ce qui termine ce premier chapitre de notre semestre, voilà, semestre 2. Voilà, et je vous remercie.